Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Laurent Izard, qui est normalien, agrégé de l'université en économie et gestion et auteur de ce livre « À la sueur de ton front, quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité ». Et c'est aux éditions Artilleurs. Tu mangeras ton pain. Encore faut-il avoir du pain et de quoi manger. Laurent Izard, vous aviez écrit, on l'avait reçu pour ce livre très intéressant, qui était La France vendue à la découpe, et ça continue encore et encore. Mais là, vous abordez un sujet, vous avez fait un travail vraiment passionnant, que je recommande aux auditeurs de Sud Radio, sur, effectivement, le travail. Où en est-on de la mondialisation? Vous savez, on se rappelle que certains chantres très très béats parlaient de la mondialisation heureuse, et certes, il faut le dire, d'ailleurs vous êtes tout à fait nuancé là-dessus, que la mondialisation a apporté un recul très notable de la pauvreté dans un certain nombre de pays du tiers-monde ou en voie de développement, mais en même temps, et bien avant le Covid, mais le Covid n'a fait qu'exacerber tout cela, bien sûr, eh bien, il y a ce problème du travail qui est posé, et ce problème que vous me posez de façon crue, mais très très détaillé sur justement c'est quoi le travail aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire. Vous savez, on disait toujours la valeur travail, la grande valeur travail, et c'est vrai, comment dirais-je, tout le côté le chômage qui augmente, mais en même temps on parlait des assistés, tout ça, enfin tout ce fatras incroyable comme un gravelotte qui tombait comme un gravelotte. Et puis là, au fond, vous dites où on en est et les pistes du travail, et vous faites un livre passionnant. Et parlons d'abord au fond, est-ce que la valeur travail aujourd'hui, Laurent Izard, elle a encore un sens dans les pays, je parle des pays développés, des pays occidentaux comme le nôtre? Alors, je pense qu'elle a tout à fait un sens, mais je pense aussi que cette valeur travail, elle a été dénigrée du fait, effectivement, de la souffrance qui est parfois endurée par des Français dans le cadre de leur travail. On dit parfois à quoi ça sert de travailler finalement. Est-ce que c'est vraiment utile? Et est-ce que je ne ruine pas ma santé? Vous voyez, c'est des expressions qu'on entend très souvent. Oui. Or, on dénigre beaucoup le travail, on dénigre aussi beaucoup le salariat, j'en parle. Et il me semble que le travail fait naturellement partie de la vie humaine, de la personne humaine. Il appartient à chaque personne de contribuer à l'effort commun par son travail, de contribuer à la création de produits, de services. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doive se tuer au travail et qu'il faille rechercher au quotidien la performance. C'est pourtant ce qu'imposent de nombreuses entreprises à leurs salariés aujourd'hui. Oui, alors justement, vous parlez beaucoup de l'entreprise, mais je voudrais commencer évidemment en jouant le grincheux de service, en disant, mais écoutez, beaucoup de gens, évidemment, à un niveau qui n'est pas le plus haut niveau, loin de là, mais vous dites, pourquoi aller travailler si je vais toucher en travaillant je ne sais pas combien d'heures, autant que je touche avec le RSA et avec les différents assistanats, et d'ailleurs des bons assistanats que donne l'État. Est-ce qu'il n'y a pas... C'est-à-dire, en fait, on a l'impression qu'il y a les voyous d'en haut et les esquiveurs d'en bas. Les voyous d'en haut, avec les évasions fiscales, avec effectivement, on fait suer le burnous d'un certain esclavagisme et d'une certaine optimisation, et ça finit dans le burn-out et le suicide, et vous parlez du suicide. Et en bas, on se dit, mais attendez, disons, conditions difficiles pour conditions difficiles, laissons-nous assister plutôt que d'aller travailler pour quelques centimes de plus. Oui, effectivement, c'est un débat qu'on entend assez souvent, et je pense qu'il est réel, parce qu'il y a un vrai problème de seuil, si vous voulez, entre les bas revenus du travail et puis les personnes qui arrivent finalement au moyen de l'assistanat, et puis aussi de la solidarité familiale, et puis aussi par quelques petites combines complémentaires, à finalement vivre, gagner leur vie, et avec moins de contraintes que ceux qui tous les matins se lèvent pour aller travailler. Et alors comment faire pour redonner justement à cette valeur travail? Peut-être on en parlera en fin d'émission avec des auditeurs, etc. Vous dites quelque chose là, c'est que vous parlez justement du suicide, et je voudrais que vous racontiez, parce que vous ouvrez votre livre sur cet épisode d'Orange de France Télécom, c'était France Télécom, où il y a eu une vague de suicide à un moment donné, et en fait vous dites cette vague de suicide n'est pas spécifique à France Télécom, il y en a eu ailleurs.
Oui, bien sûr. Mais il y a un point commun entre ces grandes vagues de suicides qui ont eu lieu, effectivement, comme vous le dites, à Orange, France Télécom, mais aussi la Poste, la SNCF et d'autres grandes entreprises. Renault aussi. Voilà. Le point commun, c'est un changement profond d'organisation du travail. On a des personnes qui ont un certain nombre d'habitudes de travail, et qui font leur travail correctement. Hein. Il ne s'agit pas de dire, voilà, c'est des flemmards et puis on veut les mettre au travail. Non, c'est pas du tout ça. Non, on a des personnes qui font un travail, qui ont l'habitude de certaines procédures, et d'un seul coup, pour des raisons d'efficacité, on va changer ces procédures. Voilà. Et c'est parfois extrêmement violent. Et parfois, dans le processus qui est initialisé, il y a aussi, mais on ne le dit pas toujours, des suppressions d'emplois très nombreuses. Donc, comment faire partir des personnes qui ont des statuts... Et c'est annoncé brutalement et c'est fait brutalement. Alors, parfois oui, parfois non. Mais la difficulté, c'est que il est parfois difficile de mettre fin au travail de personnes qui ont un statut apparenté à un statut de fonctionnaire. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est, si on ne peut pas les faire partir, on va les forcer eux-mêmes à démissionner. Et c'est là où la perversité commence à s'insérer dans le processus. Harcèlement, brimade, exactement, etc. Exactement. Et ça se... Alors, très franchement, Laurent Izard, vous avez fait une enquête de 3 ans. Vous avez vraiment... Ça se pratique beaucoup aujourd'hui en France. Alors... sans faire des chiffres, mais... non, bon... Le phénomène des suicides nombreux dans la même entreprise est fort heureusement relativement rare. Mais c'est vrai qu'il y a un mal-être au quotidien. Sans aller jusqu'au suicide. Hein, sans aller jusqu'au suicide. Mais c'est vrai qu'il y a un mal-être au quotidien que vivent de très nombreux Français. Il y a une souffrance au travail qui est souvent muette, hein, qui est invisible, mais qui aboutit à des dépressions, à des burn-out et malheureusement parfois à des suicides. Et alors, et vous montrez justement, juste rapidement, mais justement dans votre livre, c'est pour ça qu'il est très équilibré, montrez aussi que dans beaucoup d'entreprises, il y a des préoccupations quant au bien-être des salariés, quant à la motivation, quant à la dynamisation. Ça existe aussi. Oui, mais c'est un vrai paradoxe, parce que effectivement, il y a souvent une préoccupation de bien-être des salariés. D'ailleurs, pas forcément pour des raisons humanistes, hein, parce que le bien-être au travail, c'est une valeur. Le rendement sera meilleur. Il y a un rendement, exactement. Ouais. Voilà. Et inversement, le mal-être au travail génère des coûts. Voilà. Et puis, on a aussi un droit du travail qui a beaucoup progressé depuis quelques années et qui protège les salariés. Et le paradoxe est là. C'est-à-dire que en même temps, on a une souffrance au travail qui s'accroît et qui est, je dirais, analysée par toutes les enquêtes qui sont faites, de la DARES, les enquêtes SUMER, les enquêtes internationales. C'est très paradoxal, mais c'est une vraie réalité. Et alors justement, ce paradoxe, cette réalité, on va essayer de la cerner avec vous dans ce voyage à l'intérieur du monde du travail en France, surtout face à la mondialisation, et c'est absolument passionnant. On en reparle juste après les informations. Et puis n'oubliez pas que vous aussi, vous pourrez réagir à un seul numéro, 0826 300 300. Vous aurez la parole à partir de 13h15. Vous pourrez poser des questions à notre invité Laurent Izard qui nous parle de cette mondialisation qui crée la souffrance, mais vous pourrez aussi revenir sur le grand sujet du jour, puisque les députés examinent la loi aujourd'hui, c'est l'euthanasie. Et vous avez entendu le débat entre Jean Leonetti et un docteur belge. Eh bien, vous pouvez vous aussi nous donner votre point de vue au 0826 300 300. On vous attend. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je pensais, et l'on peut penser en lisant le livre enquête de Laurent Izard, encore une fois extrêmement fouillé et documenté, au fameux slogan de Karl Marx, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Eh ben, dans l'Union, comment voulez-vous qu'un prolétaire qui gagne 3 centimes l'heure, quelque part, va s'unir avec l'autre prolétaire qui en gagne 10 ou 15 euros l'heure? C'est un problème, et justement, au cœur de votre livre, Laurent Izard, c'est au fond cette mondialisation que l'on vit depuis des décennies maintenant. On l'a toujours vécu, mais là, organisée, etc., cette libéralisation totale des échanges de marchandises, d'hommes, etc., etc. Ne parlons pas des migrations. Qu'est-ce que ça a donné pour nous? On peut faire maintenant un bilan, et vous le faites, c'est au cœur, encore une fois, de votre livre. Qu'est-ce que ça a donné pour nous? Alors, il y a des effets positifs
que j'évoque dans mon livre, hein, et que vous avez évoqués tout à l'heure, qui sont incontestables. On est dans une économie ouverte et nous en profitons, et on ne peut pas décemment évoquer une économie d'autarcie ou même où nous serions totalement indépendants et fermés au reste du monde. Maintenant, moi, ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que la mondialisation ne fait pas que des heureux. Et en particulier, elle peut avoir un certain nombre d'effets négatifs, pervers, sur les personnes qui travaillent en France. Par exemple, oui. Ben, écoutez, vous parliez tout à l'heure d'un slogan prolétaire de tout pays, unissez-vous. Moi, le slogan que j'entends de plus en plus lorsque je visite des entreprises, c'est kill or die. Soit vous tuez, soit vous mourrez. Ah oui, c'est ça. Mais, voilà. C'est vraiment la loi de la jungle, quoi. Voilà. Enfin, ouais. Et pour répondre à votre question, moi, je reprendrai juste une phrase du sociologue Vincent de Goljac qui dit dans les entreprises, c'est très simple. Il faut faire toujours mieux, toujours plus rapidement, avec moins de moyens et avec parfois des équipes réduites. Voilà, tout est dit finalement. Oui, exactement. Moins de, c'est ça. Moins de travail, moins de. Mais comment vous expliquez, comment dirais-je, comment vous expliquez effectivement que ces entreprises aujourd'hui, d'abord, est-ce que le management des entreprises a complètement changé justement face à la mondialisation, et quelles sont, pour entrer dans le vif du sujet, quelles sont les conséquences sur le travail quotidien? Je parle des salariés, des cadres, etc. Enfin, je parle pas seulement du prolétariat et des ouvriers d'usine, puisque le problème ne se pose plus comme ça. Écoutez, je vais vous prendre un ou deux exemples concrets, parce que je crois que c'est plus parlant, et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, hein. Je reproduis de nombreux témoignages. Moi, je pense par exemple à ce cadre qui est responsable qualité d'une entreprise qui fabrique des instruments de mesure destinés au secteur médical. Et il dit que depuis quelques années, les contraintes de coûts qui lui sont imposées font qu'il doit accepter une moins bonne qualité pour ses produits. On achète des composantes moins chères, on fait des contrôles qui sont moins rigoureux, et finalement on propose aux hôpitaux des produits qui sont moins fiables. Et ça, il ne le supporte pas en tant que responsable qualité. C'est grave quand même. Mais bien sûr, c'est grave. Mais sans aller jusque-là, moi je pense aussi à une jeune femme qui travaillait dans une compagnie d'assurance, dans une agence locale en province, où elle avait établi des contacts avec la clientèle au niveau local, et qui, à la suite d'une réorganisation, s'est retrouvée mutée à Paris, où elle travaille dans un centre d'appel, et où on lui impose de prendre les communications téléphoniques, et on lui impose une durée de communication qui ne doit pas dépasser 4 minutes. Ah oui. Donc tout l'aspect humain, tout, oui. On lui dit, voilà, tu dépasses pas plus de 4 minutes. Et tu en prends un autre. Donc tout l'aspect humain finalement du travail que cette personne aimait a disparu. Voilà. Au quotidien, c'est ça. Et puis, ce sont les brimades, ce sont les contraintes de temps. Il y a une chose qui est vraiment, à mon avis, très importante. Il y a de plus en plus de Français qui ont des contraintes de temps dans leur travail inférieures à 5 minutes. C'est le retour du taylorisme. Carrément. Ah oui, mais c'est par exemple les centres d'appel, mais c'est aussi la restauration rapide dans les cuisines. On pourrait multiplier les exemples. Et puis derrière tout ça, il y a surtout le fait que les entreprises qui sont soumises à une pression concurrentielle internationale de plus en plus forte reportent cette pression sur les salariés. Vous voyez, c'est l'idée, soit on arrive à être plus fort, meilleur, moindre coût, soit on disparaît. Donc il y a cette menace permanente qui pèse sur les salariés, et quelque part, ils se sentent même responsables si l'entreprise connaît des difficultés financières. En fait, ce n'est plus, comme disait quelqu'un, la querelle des gros et des petits, c'est la querelle des plus rapides contre les plus lents. Enfin, voilà. Ça. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça, oui. Et alors, justement, est-ce que de ce point de vue-là, parce que vous en parlez aussi, vous parlez de beaucoup de domaines, mais est-ce que la France a le choix? Est-ce que la France, y compris la France du management des entreprises, a le choix, puisqu'on dit aujourd'hui que 80% des décisions sont prises en Europe par l'Union européenne, par la Commission européenne. Quelle est la marge de manœuvre des entreprises françaises, pour ne parler que de celle-là? Malheureusement, la marge de manœuvre de nos dirigeants et la marge de manœuvre des dirigeants d'entreprise est forcément restreinte. Vous voyez. Mais je pense que tout ce qui a été fait par la loi et par la réglementation peut être défait. Il ne faut pas considérer qu'on est un État qui doit être inamovible. Et voilà. Alors, vous voyez, le fond du problème pour moi, c'est que
justement, nos entreprises sont confrontées à une concurrence de plus en plus rude, venant d'entreprises de pays à bas coût, très souvent, qui n'ont ni les mêmes règles sociales, ni les mêmes règles fiscales, ni la même réglementation, ni les mêmes règles environnementales. Donc, confronter frontalement nos entreprises avec ces entreprises, ça a un côté ubuesque sur lequel il faudrait revenir. Et oui, parce que oui, mais ce qui est étonnant quand même, Laurent Izard, c'est que tout le monde le dit, enfin beaucoup le disent, mais personne ne revient dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, est-ce qu'il faudrait, parce que vous dites, parmi les principales entrave à la souveraineté économique, vous le dites dans votre livre, il est également possible de citer, alors je vais citer parce que c'est vraiment un des moments intéressants. Il n'y a pas si longtemps, dites-vous dans votre livre, Marie-France Garot affirmait que l'élection présidentielle, justement celle qu'on attend en 2022, n'avait strictement aucune importance, je cite, car la souveraineté repose sur 4 pouvoirs dont les États et les politiques se sont progressivement défaits, battre monnaie, donc le franc terminé, vive l'euro, décider de la paix et de la guerre, faire les lois, rendre la justice. Et vous ajoutez, vous, Laurent Izard, il y a aussi, il faut citer, la perte de contrôle de notre patrimoine économique, notre dépendance industrielle et énergétique, le poids de la dette publique et notre dépendance financière, l'engagement d'autres pays dans des accords internationaux de plus en plus contraignants, l'ALENA et les accords transatlantiques et autres, et la perte de contrôle des données numérisées, GAFAM et compagnie. Mais alors dites-moi, on s'en sort comment? C'est joué, c'est perdu? Non, pour moi c'est pas perdu, mais il faut avoir le courage de revenir sur un certain nombre de choses, et notamment sur certaines règles de l'Union européenne, sur certaines règles de l'Organisation mondiale du commerce, et clairement... Et c'est faisable, ça? Ah oui, mais avec un peu de courage, je pense que c'est faisable. Voilà. Et puis, je pense que là aussi, il faut un certain courage, qu'il faudrait introduire une certaine dose de protectionnisme pour nos entreprises. Alors, pas un protectionnisme total, évidemment, mais un protectionnisme ciblé, temporaire, pour protéger celles qui sont le plus menacées. Vous avez vu, cette question de la souveraineté, elle est quand même sur le devant de l'actualité depuis 1 ou 2 ans. Tout le monde en parle. Après, la vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'on conçoit notre souveraineté au niveau européen ou plutôt au niveau national? La vraie question est là. Oui, la vraie question est là. On l'a vu pour les achats de médicaments. On ne peut pas dire que l'Europe a marché d'une seule voie, même sans compter les Anglais. Donc, je vais pas. Il faut injecter peut-être une certaine dose de Trumpisme dans le corps social français. Je ne sais pas. Enfin, est-ce qu'il faut relocaliser, par exemple, tout ce qu'on peut relocaliser? Il faut, à mon avis, rebâtir une politique industrielle. Alors, en fait, les relocalisations, c'est un élément de cette politique industrielle, si vous voulez. On sait très bien que les entreprises qui travaillent avec beaucoup de main-d'œuvre ne vont pas relocaliser en France. C'est impossible. Il faut être réaliste. Avec le coût de la main-d'œuvre, oui, bien sûr. Alors, on a quelques beaux exemples dans des entreprises qui ont relocalisé, par exemple, les brosses à dents, Lucibel, les ampoules électriques, et puis très récemment, là, j'ai lu les cycles Mercier qui viennent de relocaliser en France. Donc, c'est possible, mais c'est vrai qu'il faut pour cela un environnement fiscal, social qui soit favorable à nos entreprises. Or, c'est vrai que nos entreprises sont très souvent étranglées, ne serait-ce que par une fiscalité délirante qui pèse sur la production. On est quand même le premier pays au monde, il faut le dire, pour la pression fiscale. Le premier pays au monde, hein. Ah oui, le premier pays au monde. On a au moins un maillot jaune, c'est là-dessus. On est passé devant les pays nordiques, on est le pays le plus fiscalisé au monde. Et donc effectivement, il faudrait voir ce qu'on là-dessus, c'est vraiment travaux d'Hercule, mais on va en parler justement avec nos auditeurs et avec vous, Laurent Izard, comment sortir de ce tunnel où on le voit, où les contraintes commencent à devenir de plus en plus pesantes. Et pour cela, un seul numéro, 0826 300 300. Donc venez poser des questions à notre invité Laurent Izard sur cette mondialisation qui crée la souffrance. Vous pouvez aussi réagir à la proposition de loi qui est en débat aujourd'hui, qui autorise l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une affection grave et incurable, ou encore au carton rouge reçu par la France donné par Amnesty International. Vous réagissez à tous ces sujets, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, André Berkov dans tous ses états, mais vous aussi, vous tous qui nous appelez au 0826 300 300. Eh bien, on a un appel de Suisse. On donne tout de suite la parole à Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Oui, bonjour Gaëtan. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Clémence, bonjour Monsieur Izard. Vous m'entendez bien? Très bien, on vous écoute, Clément. Ok. Gaëtan, voilà. Gaëtan, voilà. Alors, je voulais intervenir aujourd'hui. Ça fait quelques mois que je vous écoute, dû à mon arrêt temporaire de mon activité
Je travaille dans l'hôtellerie-restauration, donc j'ai la chance de vous écouter le midi actuellement. D'accord. Et si vous voulez, tous les jours ou tous les 2 jours, en fait, on voit qu'il y a un problème qui est d'origine en fait lié à l'Union européenne. Tous les jours, c'est un sujet qui est assez récurrent, et comme avec hier avec le général Lezier par exemple, oui. voilà. Tous les jours, on a ce même discours où on voit bien qu'il y a un frein en fait. Et là, maintenant, il faut vraiment qu'on se rende compte, je pense, de mon point de vue, je pense qu'on a des traites et des ennemis de l'intérieur de notre pays qui veulent. Alors, je ne sais pas si c'est conscient ou inconsciemment, mais ils détruisent notre pays. Et à côté de ça, si vous voulez, on a des gens comme on a des gens comme Monsieur Asselineau. Ça fait 14 ans qui met ça en avant, qui nomme le problème et qui nomme les causes. Et à un moment donné, je pense, de mon point de vue, qu'il faut aller aux causes et que analyser les conséquences, c'est très bien, c'est ce que vous faites tous les jours et c'est très bien, avec des invités très intéressants. Et je pense qu'il faut aller aux causes et dire pourquoi et comment. Et à un moment donné, je pense que les Français devront faire le choix en fait entre une Europe fédérale ou la France. Maintenant, il faut choisir et il faut mettre les oui, mais Gaëtan, ce que vous dites, il y a beaucoup de gens qui le disent, et depuis longtemps, sur les causes. Les causes, on les connaît. Pardon, on ne parle pas que des conséquences, on connaît les causes. Bien sûr qu'on connaît les causes. Le vrai problème, et le problème que vous posez est un problème politique, c'est qu'à partir du moment où il y a eu en 2005 un référendum sur la Constitution européenne, et qu'en France, il a été rejeté à 55%, et qu'on n'a tenu aucun compte de ce référendum, vous le savez, et qu'on s'est assis dessus, on a fait le traité de Lisbonne. Le problème, il est quels sont les gens, et on retrouve ce que dit aussi Laurent Izard dans son livre, qui ont le courage de s'attaquer. Les causes, on les connaît. Il n'y a rien de nouveau, ça. Il n'y a pas... Vous voyez ? J'aurais juste une petite question que vous aurez fini. Allez-y. Voilà, et donc, ma question finalement, et même, elle peut même s'adresser à vous directement ou à Monsieur Izard. Oui, allez-y. Comment sortir du tunnel? Bon, maintenant il n'y a plus 36 000 solutions. Est-ce que vous êtes pour le Frexit, oui ou non? Et si on ne fait pas ça, en fait, on ne pourra jamais aller de l'avant. Il faut vraiment que les Français et les Françaises aillent dans ce sens. Alors c'est bien, Gaëtan. Bonne question. Alors je vais la poser d'abord à Izard et je vous répondrai moi-même aussi, mais à Laurent Izard. Vous êtes pour le Frexit, très franchement, Laurent Izard, ou pas? Alors, moi, je trouve déjà que le projet européen est un beau projet, dès le départ. Et puis, il faut ajouter que sans l'Europe, sans l'Union européenne, on n'aurait jamais construit Airbus. Il faut ajouter que sans l'Europe, on aura beaucoup de mal à lutter contre les GAFAM, à imposer des taxes. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que l'Union européenne génère aussi des effets pervers. Et la question du Frexit, en fait, me fait un peu peur, si vous voulez. Parce que si on va dans cette direction, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pense que on peut concevoir une évolution forte de l'Union européenne qui serait davantage respectueuse des intérêts nationaux, qui accorderait davantage de place au principe de subsidiarité, comme c'était d'ailleurs le cas au départ, et une Europe qui ne se mêlerait pas de ce dont elle ne pas se mêler, comme c'est le cas très souvent, avec peut-être un train plusieurs vitesses. Certains pays souhaitent davantage d'intégration, d'autres moins. Mais moi, je dis prudence, parce que autant dans mon livre, c'est vrai que je plaide pour une souveraineté, plutôt une souveraineté française, autant il faut savoir que l'Union européenne, face aux mastodontes que sont les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, joue un peu quand même un rôle de protection, malgré les effets pervers que vous avez dénoncés. Mais alors justement, ce rôle de protection, alors effectivement, moi je ne suis pas pour le Frexit. En revanche, je ne suis absolument pas pour l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. On voit très bien les effets pervers. Les effets pervers sont quand même très importants. Alors, je ne sais pas, est-ce que la France doit revenir toute seule? Non. Mais est-ce que l'Europe ne devrait pas être justement un consortium d'États-nations? Parce que je vais vous dire, on le voit bien, le problème c'est où on met le curseur.
Pfizer. On regardait pour les vaccins aujourd'hui. La Hongrie a acheté du vaccin Sputnik. Je veux dire, l'Europe, l'Allemagne se prépare, Angela Merkel se prépare à acheter. Bon, le Brexit, la Grande-Bretagne est partie. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a, vous avez raison, ça a permis avec l'Europe de faire beaucoup de choses, mais ces pays à 3 ou 4 vitesses sont très très compliqués. C'est-à-dire que cette Europe à 3 ou 4 vitesses, effectivement, on voit bien qu'elle ne fonctionne plus. Et puis alors, justement, Laurent Izard, vous parlez de l'indépendance économique, mais si moi, au gouvernement français ou au pouvoir français, je ne peux pas décider de telle ou telle chose, comment faire? C'est-à-dire que vous dites à la fois, l'Europe doit rester là, vous dites, bon, l'Europe nous protège, mais si j'ai une commission de Bruxelles qui ne fait pas ce que j'estime, pas moi, Bercoff, qui ne fait pas pour les intérêts de la France qui devrait être fait. Comment on fait? Comment on tranche le nœud gordien? Eh bien, je crois qu'il faut avoir le courage de refuser certaines règles qui nous sont imposées par l'Union européenne. Et je crois aussi que sur certains domaines, il faut reprendre une certaine forme d'indépendance. Regardez, je vous prends un exemple très concret. Allez-y. Il y a quelques années, on avait eu des marées noires, vous voyez, dans le sud-ouest de la France. Bon, on a entendu nos politiques dire, on va réglementer tout ça, il faut des pétroliers à double coque pour éviter que ça se reproduise. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas possible parce que le sujet de la protection de nos côtes incombait à l'Union européenne et était sorti de notre sphère de souveraineté. Voilà. Ça me semble tout à fait excessif. Voilà. Et puis, comme ont été excessifs, l'intégration aussi de nouveaux pays dans l'Europe qui, finalement, n'avaient pas vocation à y entrer aussi rapidement. Mais on l'a fait pour des raisons idéologiques. Ça complexifie beaucoup la gestion européenne. C'est bien pour ça qu'on comprend qu'il y ait des partisans du Frexit et même, il y en a qui sont même pour le Bruxit, faire exploser Bruxelles. C'est une autre question. Clémence. Allez, on va en Seine-Saint-Denis. On donne la parole à Renaud. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud. Oui, bonjour André, bonjour Clémence et bonjour à votre excellente invitée. Et puis encore toutes mes félicitations pour l'émission. Voilà, l'émission d'André Bercoff devrait être prescrite par la sécurité sociale à tous les Français. Merci. Alors, pour ce qui est de la mondialisation, c'est une réalité effectivement. C'est une réalité qu'on retrouve également dans l'histoire. Hein, c'est pas nouveau. Il y a eu plusieurs mondialisations dans le monde. Le problème, au-delà de la mondialisation, c'est la façon dont on l'a appréhendé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des élites françaises, par paresse, ou par lâcheté, ou par malveillance, je ne sais pas. Chacun s'y retrouve. Ou les trois à la fois. Ou les trois à la fois, a décidé de ne pas lutter de façon lucide et intelligente face à ce défi qu'était la mondialisation. Dans l'histoire de France, par exemple, à certaines périodes, je pense à la fin du 19e siècle, on avait eu par exemple la loi Méline en 1892. Pour ceux qui ne le savent pas parmi les auditeurs, la loi Méline, ça avait été une loi qui avait imposé des droits de douane très très forts sur des importations de blé ou de viande en provenance des nouveaux pays, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Argentine, Brésil, etc., pour protéger à un moment donné le secteur agricole et pour faire en sorte qu'on puisse sauvegarder des emplois et sauvegarder de la création. Le problème de la France, c'est que on a décidé d'être dans une société de services, on a totalement abandonné l'industrie, parce que moi je ne sais plus depuis quand il n'y a plus de ministère de l'Industrie. Ça n'existe plus, vous remarquerez, il n'y a plus de ministère de l'Industrie. Donc c'est absolument terrifiant. Donc depuis Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Emmanuel Macron, on a des élites qui ont échoué. Juste une petite anecdote, moi j'avais été fortement contrarié, pour pas dire plus, il y a quelques années, sur une chaîne info, Madame Guigou, qui a signé aussi le traité de Maastricht, il y a son nom qui y est sur le traité de l'Union européenne, avec M. Bérégovoy et M. Mitterrand. Madame Guigou est interrogée par un journaliste au sujet de la construction des Peugeot 107 en Slovaquie. Elle répond, si c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour la France. C'est se moquer du monde. Allez dire ça aux ouvriers de chez Peugeot qui vont perdre leurs emplois et aller voir un peu ce qui se passe en termes de délocalisation. C'est absolument inadmissible. Le problème, c'est un problème de personne, c'est un problème de patriotisme, d'intérêt général. Les seuls dans la classe politique française qui se posent des bonnes questions, quelques-uns à LR, Olivier Marleix, Julien Aubert. Ensuite, on peut aussi parler de François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson. Le reste, que font-ils? Rien. Voilà, je tenais à les féliciter parce qu'ils font du travail et ils pensent à ces questions-là et ils sont au niveau. Le problème, c'est qu'on a personne au niveau. C'est ça le problème et c'est absolument lamentable.
Écoutez, on va en parler justement. J'aimerais que l'auteur de La France vendue à la découpe réponde à cela. Et effectivement, vous avez vraiment posé les vraies questions. On le fait. Laurent Izard va répondre juste après ceci. Voilà, vous restez avec nous et vous n'oubliez pas ce numéro 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et toujours dans tous nos états avec Laurent Izard qui a écrit À la sueur de ton front les vraies conséquences de la mondialisation sur le travail en France. Vous avez écouté notre auditeur précédent, Laurent Izard, qui dit au fond, qu'est-ce qu'ils font les gens, il citait quelques hommes politiques, et puis le reste, ils sont où devant cette espèce de gigantesque braderie, il faut le dire. Et vous avez écrit, je le rappelle, La France vendue à la découpe, et ça parlait aussi de cela. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à votre auditeur, moi je voudrais juste dire une petite chose, c'est que nous avons sciemment abandonné notre industrie. Hein, c'est le résultat de choix politiques. Et oui, c'est voulu, c'est fait. C'est voulu, ouais. Absolument. Et ce choix politique, à mon avis, repose sur deux dogmes. Le premier dogme, c'est celui qui avait été lancé par l'excellent Monsieur Fourastier, qui disait qu'une économie moderne est une économie post-industrielle, et donc il fallait se débarrasser au plus vite de notre industrie. Voilà. Et puis retrouver des emplois dans le secteur des services, par exemple. Et le tertiaire, le fameux tertiaire. Oui. Et le second dogme, c'était celui plus ricardien, selon lequel il fallait se spécialiser dans les secteurs pour lesquels nous avions des avantages comparatifs. Sauf qu'on oublie un petit peu que ces avantages, ils sont en train de s'éroder. Par exemple, c'était quoi les avantages, les secteurs où nous avions des avantages? Alors, innovation, recherche, tout ce qui concerne le savoir-faire à la française, la technique. Et on a cru que ces avantages seraient structurels, c'est-à-dire qu'on ne les perdrait jamais. Et on constate aujourd'hui que nos amis chinois fabriquent des TGV qui sont au moins aussi bons que les Français, voire meilleurs, avec un peu d'espionnage, mais bon. Oui, on constate que la 5G, c'est pas nous qui allons la développer, ce sont les Chinois. Et puis, dans très peu de temps, on va voir les automobiles chinoises déferler en Europe et en France, hein, des automobiles qui auront à peu près le même niveau de qualité que nos voitures, mais à moins de 5 000 €. Voyez, voilà. Donc, ces avantages comparatifs n'existent plus. Voilà. Alors, l'industrie en France, parce que votre auditeur parlait surtout de l'industrie, ça représentait il y a encore 40 ans 22-23% de notre PIB. Aujourd'hui, c'est 10%. En 40 ans, hein. Oui, c'était 6,5 millions d'emplois il y a 40 ans, 1980, c'est 3 millions aujourd'hui. Vous voyez. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un phénomène qui est propre à la France. Vous prenez l'Allemagne, vous prenez les pays nordiques, vous prenez même l'Italie, on est sur un pourcentage du PIB lié à l'industrie qui voisine les 20-25%. Ah oui, c'est vraiment spécifique à la France. C'est vraiment propre à la France. Ouais. Voilà. Seulement, le fond du problème, c'est qu'on n'a jamais récupéré dans le tertiaire les emplois qu'on a sciemment abandonnés dans l'industrie. C'est ça. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait souhaitable d'instaurer des taxes à l'entrée pour les produits qui proviennent de pays qui ne respectent pas la dignité humaine de leurs salariés ou même des prisonniers, qui ne respectent pas les mêmes contraintes environnementales qui pèsent sur nos entreprises. Moi, je ne serais pas choqué qu'on instaure un certain nombre de taxes pour rétablir une certaine loyauté dans la concurrence entre entreprises. Alors justement, mais on voit très 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 bien que tout le monde on se parfume aux droits humains et c'est très bien. Malheureusement, dans la négociation, on les oublie et oui. C'est le malheureux. Clémence. Allez, on va aller à Saint-Denis. On donne la parole à Maude. Bonjour Maude. Oui, bonjour Maude. Bonjour messieurs. Moi, je souhaiterais intervenir sur l'euthanasie, en fait, sur cette loi qui va être discutée, enfin, oui. si possible. Je trouve qu'on oublie souvent, en fait, les personnes qui font le choix de vouloir justement être euthanasiées en cas de maladie, en cas de quand on se retrouve en légumes et qu'on n'a pas envie de continuer à vivre comme ça. Enfin, je veux dire, c'est aussi un choix qui nous appartient. À quel moment nous, on est libre de décider si d'autres personnes le décident pour nous? Absolument. C'est un vrai... Alors, le problème, vous savez, c'est très vrai. C'est-à-dire que, enfin, moi, personnellement, je pense aussi que chacun doit être libre, en conscience et en vigilance et en lucidité de se décider de sa vie, comme de sa mort. Maintenant, effectivement, il faudra faire très attention aux excès. Et vous savez très bien, à des gens qui n'ont peut-être plus leur libre arbitre ou qui n'ont plus le poids et qu'on envoie très doucement ou insidieusement ou assez lamentablement à... Ça existe aussi.
vie, vous savez. Ouais, mais peut-être qu'on pourrait prévoir comme on a fait pour le don d'organes. Voilà, chacun porte son souhait et puis au moment où il faut prendre une décision, on peut aussi dire voilà, moi j'avais dit que à ce moment-là, voilà. Il faudrait que les gens le disent avant d'être justement, et c'est tout le problème. Exactement. Et oui, mais c'est tout le problème, c'est tout le paradoxe, Maude, c'est que avant on n'y pense pas parce qu'on est en bonne santé, et que quand on n'est plus en bonne santé, c'est tout le problème où on a encore sa lucidité. Et moi, je dis c'est bien ça. Oui, bien sûr, mais pardonnez-moi, mais je pense qu'à un certain moment dans sa vie, on y pense forcément parce qu'on est forcément confronté. Moi, je vois avec mon mari, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement et on est tous les deux d'accord, quoi. Moi, si au final légumes, t'éteins les machines, quoi. Je veux pas vivre comme ça. Ouais. Et ce que vous dites est très vrai. En fait, à ce moment-là, il faut l'écrire. Il faut dire, moi, si on me voit si je suis dans tel ou tel état, eh bien, voilà, c'est ma volonté. Bah bien sûr, je pense que c'est quand même notre première liberté de choisir au moins notre mort. On ne peut pas choisir notre vie, on peut quand même choisir notre mort. J'espère, on peut quand même choisir un peu sa vie, quand même. Oui, enfin bon, je parlais du départ. Ah oui, et puis je voulais revenir parce que du coup, j'ai écouté la suite de l'émission. Oui. Et je pense qu'en effet, d'abord, on a souvent on oublie dans le débat au début pourquoi l'Europe a été créée. Et je trouve que c'était quand même plutôt une belle idée. Maintenant, effectivement, c'est à nous de cloisonner en fait pour savoir à quel moment la France garde son pouvoir décisionnel et à quel moment elle ne le garde pas. Oui. Et je veux dire, rien n'empêche un peu de taper du poing sur la table de temps en temps et de se faire entendre. Encore faut-il qu'il y ait des points. Oui. Voilà. Bien sûr, mais ça, peut-être qu'il va y en avoir bientôt. Sait-on jamais, on peut garder espoir. Espérons. Voilà, mais je pense que l'Europe, c'est quand même une bonne chose en soi. Maintenant, effectivement, il y a les effets pervers et bien c'est à nous de nous apprendre à nous en protéger. Et comme c'est à nous de changer notre fusil d'épaule concernant l'industrie, concernant le tertiaire, concernant l'administration, je veux dire, on doit évoluer. On a vocation à évoluer. On ne peut pas rester dans un pays qui est en train de se déconstruire totalement. Tout à fait. Écoutez, on est là-dessus, je crois qu'on est d'accord. Et écoutez, qui vivra verra, et je dirais encore plus, qui votera verra. Ah mais ça c'est certain, mais de toute façon il faut garder espoir et il faut se dire que, j'aime pas ce mot il faut, mais il est nécessaire en fait d'abord de garder espoir et aussi de se faire entendre parce qu'il faut aller voter, c'est important. Tout à fait, merci. Message bien passé. Et en attendant de voter, merci beaucoup. Vous pouvez continuer de nous appeler au standard de Sud Radio 0826 300 300. On donne la parole à Eliane qui nous appelle de Port-Saint-Foy et Pontchapt. Bonjour Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour Monsieur Izard. Oui, je vous appelle parce que j'ai entendu tout à l'heure quelque chose qu'a dit Monsieur Izard concernant Airbus. Alors, il a dit Airbus, c'est une création de l'Europe. Bon, écoutez, je crois qu'il faut quand même rappeler un peu les faits. Airbus a été créé au milieu des années 60 suite à un premier accord franco-britannique qui a donné naissance à Concorde. Il y a eu une série d'accords industriels au milieu des années 60, c'est-à-dire sous les gouvernements de Gaulle, qui a donné naissance à Airbus en 1969. Donc Airbus, au départ, c'est une création fruit d'une intention politique fondée sur l'intergouvernementalité et absolument pas sur la supranationalité européenne. C'est un accord intergouvernemental qui a incité les entreprises industrielles à se regrouper, qui est quelque part une compensation du refus du plan Fouché par les partenaires européens de la France, puisque le plan Fouché était la proposition gaulliste, qui reste d'ailleurs le seul fondement gaulliste de la conception européenne en France. C'est le plan Fouché, qui était basé sur l'intergouvernementalité. Et Airbus n'a rien à voir avec la logique de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est une logique fédérale et non pas une logique intergouvernementale. Airbus est le fruit d'une conception européenne basée sur l'intergouvernementalité. Très bien. Voilà. C'est très bien. Non, mais c'est un point important. Laurent Izard, votre réaction. Alors, ce qui a été dit est tout à fait exact. De mon côté, je n'ai pas dit que Airbus était une création de l'Union européenne, mais je pense que sans l'Union européenne, il aurait été peut-être beaucoup plus difficile de développer Airbus et qu'Airbus connaisse le succès qu'il a actuellement. Oui.
Oui, elle le connaît en tant qu'entreprise, mais le fondement même, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui l'Union européenne adopte une politique antitrust qui est contraire à la construction de groupes européens. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de groupe européen dans le ferroviaire, par exemple, qu'on n'a pas réussi à s'entendre sur le plan industriel, et qu'on a fait des TGV en Espagne, en Allemagne, en France, et qu'aujourd'hui nos TGV sont menacés par les TGV chinois. Ouais, c'est un des échecs de l'Union européenne. Ça, il faut le souligner. Donc, on a d'un côté une réussite de la conception intergouvernementale de l'Europe qui a donné Airbus, après, qui a été effectivement encouragé dans les années qui ont suivi. Mais quand vous avez un bel outil comme ça, vous ne pouvez pas le laisser tomber quand même. On aurait mal vu que l'Union européenne laisse tomber une initiative qui avait autant de succès. Bon, par contre, là où elle s'est plantée sur les grands secteurs clés qui sont l'énergie, le transport ferroviaire, et on voit aujourd'hui avec les questions environnementales l'importance de la question, et donc on peut dire que de ce côté-là, l'Union européenne n'a pas vraiment évolué, quoi. Bon, quant à la souveraineté européenne, je crois que c'est quand même un gros mirage, et que ça va faire comme l'Europe sociale, on va nous sortir encore, on va nous faire miroiter une soi-disant souveraineté européenne. Écoutez, quand on supprime le tarif extérieur commun, on peut pas dire qu'on affirme la souveraineté européenne, voyez-vous. Bon, j'ai une dernière question à poser à M. Isard, si c'est possible. Allez-y. Qu'est-ce qu'il pense qu'il ne serait pas utile qu'au niveau européen ou au niveau français, on introduise une taxe aux importations basée sur le coût écologique du transport des produits? Laurent Isard. Alors j'y suis tout à fait favorable, parce que je pense que c'est une bonne façon d'aborder la question écologique. En particulier, je trouve délirant les exportations-importations croisées de produits similaires. Et effectivement, je pense que cette taxe ne devrait peut-être pas, ce que je disais tout à l'heure, se limiter uniquement au transport, mais aussi concerner les produits qui sont fabriqués dans des pays qui ne respectent aucune norme écologique. Oui. Clémence. Eh bien, vous continuez tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elian. Vous continuez de nous appeler comme Elian, justement, au 0826 300 300. On vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais non, les carottes ne sont pas complètement cuites. En tout cas, c'est ce que nous dit Laurent Isard, qui est auteur de À la sueur de ton front, quand la mondialisation crée souffrance, chômage et insécurité aux éditions L'Artilleur. Mais malgré le titre de ce livre, il nous dit être optimiste. Et on vous donne aussi à vous la parole au 0826 300 300. La parole à Annie, qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Annie. Oui, bonjour Annie. Oui, bonjour. Attendez, je dois enlever l'eau par là. Voilà, bonjour, comment allez-vous? Bien. Et vous-même? Moi, Vous survivez, Annie. J'écoute beaucoup ce qui se dit tout autour et globalement, tout le monde dit il faut qu'on retrouve une suprématie, une autonomie française, une indépendance. Une indépendance. Ouais. On a un savoir-faire qui est mondialement reconnu. Il faut faire valoir ça, remettre l'industrie en route. Et alors, ce que je trouve absolument inacceptable, c'est pour cette pandémie-là, on se retrouve sans masque, sans médicaments, sans vaccin, sans rien. C'est incroyable, on n'a plus rien alors. Oui, ça a été effectivement une épreuve de vérité assez étonnante. Justement, Laurent Isard, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. C'est vrai que le Covid a été un comprimé chauffé à blanc et un révélateur. On se disait, regardez, le meilleur système de santé du monde, on était les meilleurs, effectivement, tout est gratuit, très bien. Mais où étaient les masques, où étaient les tests, où étaient les respirateurs, où était tout cela? On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai ce que dit... Et encore, ça part de l'idée qu'il faut produire les produits dont on a besoin dans le pays où ça coûte le moins cher, donc en Chine, en Inde. Les 9/10 des médicaments que l'on consomme viennent de ces deux pays. Voilà, donc, enfin en tout cas pour les principes actifs. On a pratiquement délégué le monopole des médicaments, à la fabrication des médicaments à la Chine. Voilà, et alors ce dont on se rend compte avec la crise Covid, c'est que finalement ce système qui fonctionne plutôt très bien est mis à mal en période de crise. Et c'est là où on redécouvre en réalité qu'il y a des dysfonctionnements majeurs, qu'il y a des égoïsmes aussi qui se créent, des priorités, et nous manifestement on ne faisait pas au début de l'épidémie partie des
des priorités. Et on a vu... Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que sur les masques, on avait, il y a encore quelques années, des entreprises qui en fabriquaient de façon industrielle. Pareil pour les respirateurs, et pareil pour d'autres produits nécessaires. Et ça a disparu. Je ne voudrais pas revenir sur le débat sur la chloroquine, mais la seule entreprise française qui en produisait était en dépôt de bilan, là encore. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi ça a disparu? Par exemple, les entreprises de masques, de tests, de tout cela. On a décidé, ça n'avait plus d'importance, on fabriquait à moins cher ailleurs, donc laissons tomber. C'est ça. C'est toujours cette idée de la division internationale du travail qui doit conduire à nous recentrer sur les produits pour lesquels on est les meilleurs. Voilà. D'accord, oui. Le rapport qualité-prix. C'est ça. Surtout le coût, le prix. Oui. Allez, on va faire un petit tour à Paris et on donne la parole à Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour Catherine. Bonjour, j'ai quelque chose à dire à propos de ce que vous avez dit, André Berkoff, et je vous écoute avec beaucoup de plaisir très régulièrement. Oui. Vous venez de dire qui votera verra. Et Qui votera verra. Qui votera verra. Oui, absolument. Et plusieurs auditeurs ont déclaré espérer, enfin ils espèrent, une évolution de l'UE, des règles de l'UE. Mais je rappelle que la source de tous nos maux, c'est justement le non-respect du non à la Constitution européenne, c'est-à-dire le refus initial de tout changement sur les articles de la Constitution européenne. Et pourtant, il y avait une personnalité politique, une seule, qui nous avait avertis, c'était Simone Veil. Elle avait dit « Il faut que les Français sachent que c'est un changement en profondeur de notre société qu'on nous propose. » Et nous, les Français qui avons voté à plus de 60% non, on n'est pas idiots. On avait bien compris ça. Et aujourd'hui, il est absolument inutile de penser qu'on réformera l'Europe de l'intérieur, pas plus qu'on a pu réformer le communisme de l'intérieur. Moi, je pense cela et j'avais vraiment envie de vous le dire et je suis ravie de pouvoir le dire. Parce que c'est très simple, pour moi c'est très clair. Et j'aimerais que ce soit très clair pour les gens qui discutent de « on pourrait faire ci, on pourrait faire ça ». Ben non, on ne peut rien faire du tout. Ils ont tout verrouillé. Je dirais que la clique qui nous gouverne a un cynisme absolument retentissant et que j'espère bien que plus de gens que moi-même et mes amis qui pensent comme moi se réveilleront et on ne va pas sortir des fourches. Il est bien sympathique, Juan Branco, mais j'aimerais bien qu'il pose la question un peu différemment parce que ça appelle à plus de réflexion. Mais dites-moi, alors vous par exemple, vous êtes pour que la France sorte de l'Union européenne, carrément ? Écoutez, je ne vois pas d'autre moyen, parce que je pense qu'on ne peut pas discuter avec des gens qui, de toute façon... écoutez, le Parlement européen ne nomme même pas les membres de la Commission européenne. Ces membres de la Commission européenne s'adoubent les uns les autres. Quand il y en a un qui part, il y en a un autre qui revient. Et finalement, d'où il vient? Il vient de la banque, il vient de la théorie mondialiste. Il faut arrêter de rêver. Il faut se réveiller. Moi, oui, évidemment que je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne. Avant, on avait des tas d'accords avec nos voisins. Je veux dire, ça ne nous empêchera pas de continuer à faire des choses positives. Je crois que vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé. Ils nous ont déjà dit non. C'est nous qui avons dit non, mais ils nous ont dit retournez chez vous, puis taisez-vous, et puis de toute façon vous êtes coincés, on a tout verrouillé, voilà. Ah ben oui, vous savez que la devise du camp du bien, c'est qu'on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Exactement. Et je vous rappelle aussi, et à nos auditeurs, la très célèbre phrase de Bertolt Brecht, du dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui disait qu'un jour, dans un pays imaginaire, mais enfin qui n'est pas imaginaire du tout, il y avait le peuple qui maugréait un peu contre le gouvernement. Et le gouvernement, excédé par ses protestations, décida de dissoudre le peuple. Voilà, c'est un peu à ça que quelquefois on peut, hélas, cauchemarder. Mais Laurent Izard, c'est vrai qu'il y a un vrai problème, on le voit, nos éditeurs et auditrices le posent, et beaucoup de gens se posent. Au fond, on revient à cela. Vous avez parlé de subsidiarité, vous avez parlé d'autonomie, vous avez dit comment retrouver. On a vu ce qui s'est passé. Bon, le secteur industriel, vous l'avez décrit, vous avez donné des chiffres tout à fait parlants.
Et au fond, on revient à une volonté, et je rappelle qu'il y avait un homme politique qu'on n'a pas du tout cité jusqu'à présent, c'est Philippe Séguin. Philippe Séguin avait très lucidement averti sur l'Europe des nations, etc. Il avait été très remarquable de ce point de vue-là. Mais alors, effectivement, on arrive toujours au même point. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut une volonté populaire dans les prochaines élections ? Est-ce qu'il faut... Alors, je vous demande pas la recette miracle, personne n'a la recette miracle, mais vous dites, compte tenu de ce qui se passe, compte tenu du problème du travail, compte tenu de tout cela, on laisse faire, on dira, bon, tout ça va s'équilibrer, ou on fait, et dans quel sens on fait pression, disons ? Alors, sur l'Union européenne, je crois que je vais rejoindre votre auditrice sur au moins un point, c'est que l'Union européenne souffre d'un vrai déficit démocratique. Et ce déficit démocratique, finalement, quelque part, nous donne le droit de déroger à certaines règles. Vous savez, nos amis allemands, lorsque c'est nécessaire, n'hésitent pas à déroger aux règles de l'Union européenne. Alors qu'ils défendent, ils sont les premiers à défendre l'Union européenne. Bon, nous, on est extrêmement hésitants, respectueux là-dessus, mais je pense que s'il y avait au sein des différents États qui composent l'Union un certain nombre de révoltes en interne, ça pourrait entraîner une évolution de l'Union. Regardez ce qui s'est passé en Hongrie, en République tchèque, en Pologne, c'est pas anodin pour moi. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut tout détruire ? Et là, c'est une autre question. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Parce que tout détruire, ça veut dire qu'est-ce qu'on construit derrière ? Est-ce qu'on construit quelque chose ? Et là, c'est un projet politique majeur. Par contre, là, sur le quotidien, ce que l'on peut faire, c'est refuser d'appliquer certaines règles et refuser les sanctions qui nous seraient imposées par Bruxelles. C'est ça. En fait, reprendre une marge véritable d'autonomie. Voilà. Sinon, tout ça ne veut rien dire. Clémence, y a-t-il encore... Et nous, on va reprendre un dernier auditeur, Marie, qui nous appelle de Paris. Bonjour Marie. Oui, bonjour Marie. Oui, bonjour. C'est pour le sujet de l'euthanasie. Je crois que vous avez reçu le docteur Jean Léonetti et le docteur Yves Deloche. Exactement, absolument. Donc, je pense que ces deux personnes ont fait des études longues et ont dit le serment d'Hippocrate. Oui. Donc, dans le serment d'Hippocrate, il est bien signalé que je suis là pour vous soigner, vous soulager, vous aider, mais je ne pense pas qu'il a parlé de mort. Je voulais simplement, il y en a un des deux qui a parlé de l'accompagnement. Oui, mais pardon Marie, il l'a dit, et je ne crois pas qu'on peut la mort peut être parfois un soulagement. Oui, je suis... Mais de toute façon, nous allons tous Monsieur Bertrand. Oui, non, je sais. Non, mais parlons très spécifiquement. Moi, je veux dire, encore une fois, je n'ai pas pris parti là-dessus. Je n'ai pas à prendre parti. D'ailleurs, c'est pas intéressant. C'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que honnêtement, bien sûr, nous allons tous mourir, mais quand nous sommes dans des conditions insupportables, je parle pour la personne, et la question peut et doit se poser. C'est tout. Moi, après, chacun décide en son âme et conscience, hein, et en son âme et liberté. Vous voyez? Oui. On se la pose tous parce que justement, on ne sait pas comment on va mourir et personne ne veut souffrir. Mais aujourd'hui, de toute façon, la souffrance fait partie de la vie. Moi, je ne suis pas là pour dire je suis pour ou contre. Je dis simplement que les médecins sont là pour soulager et pas pour forcément donner la mort. Maintenant, comme vous dites, il y a des cas extraordinairement douloureux comme la maladie Charcot ou d'autres, le cancer. Je voulais simplement donner un témoignage. Oui. L'accompagnement d'un mort. C'est formidable, aussi bien pour le mourant que pour les accompagnants. Pourquoi on ne parle pas de ça? Vous savez, donner la mort, c'est quelque chose de très grave. Après, on peut avoir des remords énormes. Moi, je ne vais pas dire ce qu'il faut faire. Je dis c'est une histoire de conscience. Bien sûr. De savoir, de faire des choix qui ne sont pas faciles. D'accompagner un mort. Le mort sait qu'il est là, entouré. Tout à fait. Et les gens qui entourent le mort peuvent aider la personne. Mais vous savez, Marie, ce que vous dites, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je dis simplement qu'il faut respecter, que ce soit la famille ou la personne, il faut respecter l'autonomie de chacun, le libre arbitre de chacun. C'est fondamental. Je crois qu'aucune situation ne ressemble à une autre. On ne peut généraliser ni dans un cas ni dans un autre. Et très sincèrement, respectons la vie comme on respecte la mort et surtout respectons les choix de chacun.
Merci encore en tout cas et merci à Laurent Izard, je rappelle, à la sueur de ton front aux éditions L'Artilleur, et vous pouvez évidemment retrouver notre émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Dans quelques instants, vous retrouvez Brigitte Lahaye qui parle de désir féminin, grossesse, contraception, voilà comment on fait avec un corps qui vieillit et toutes ces questions avec Christian Jamin, gynécologue. Là aussi, vous pouvez appeler 0826 300 300.